Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de parler un petit peu des choix de vie qui peuvent se présenter à tout un chacun et à la manière de les effectuer, faire ou ne pas faire le choix. Je voulais vous en parler parce que j'ai eu cette réflexion alors que récemment j'étais en Skype avec mon ami Alexandre Philippiac, dit Argancel, qui a le blog C'est clair et qui dirige aussi toute la plateforme développementpersonnel.org. Moi qui adore le développement personnel en plus. Enfin bref. Et donc on s'est foutu sur la gueule amicalement. Parce que voilà, il a cette théorie, enfin il m'exposait cette théorie en tout cas l'autre soir, qui dit que, enfin en tout cas il a lu des études qui disent que le bonheur de quelqu'un, par exemple mettons au travail, va pas être fonction de grand chose d'autre finalement que du temps pendant lequel les gens restent dans leur emploi, à quel point ils s'accrochent. C'est-à-dire que la théorie, c'est qu'au début, on entre, on fait toujours des trucs pas très fun, hein, bisutage, je ne sais pas, machine à café, photocopieuse, ce qu'on veut. On récupère toujours les tâches les moins, pas forcément celles que tout le monde veut nécessairement. Et puis au fur et à mesure qu'on reste dans l'entreprise, qu'on fait son creux, qu'on acquiert des compétences et qu'on devient un peu de plus en plus indispensable entre guillemets, on va pouvoir oui, vraiment faire son creux, construire un petit peu son poste, dire je travaille sur ça, dire non, moi, voilà, je travaille de telle manière. Alors si vous êtes des professions intellectuelles, écoutez, moi, je suis indispensable, mais maintenant ça va être 2 jours ou 3 jours de home office parce que ça me correspond mieux, sinon je me barre, etc., etc. Bref, toute une théorie qui dit que lorsqu'on reste plus longtemps dans un travail, petit à petit, on va trouver les choses les plus intéressantes et on va devenir de plus en plus, de mieux en mieux traité et qu'on va acquérir un bonheur d'être là, nettement supérieur. Alors, moi, je suis pas complètement convaincu par sa position. Une fois encore, là, on aborde un problème qui a trait à l'équilibre. L'équilibre, donc, maintenant, vous savez ce que c'est parce que vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Donc, vous êtes des experts, c'est fantastique. Sinon, je vous enjoins à aller jeter un œil. Ce dont il s'agit là, c'est... on a 2 extrêmes possibles. L'excès que craint Alexandre donc, dans cette situation, c'est l'excès qui consisterait à dire quelque chose du genre « Bon, je viens d'arriver quelque part, je viens de démarrer quelque chose, ça fait 1 semaine, c'est pas du tout quelque chose d'idyllique, c'est pas le jardin d'Éden comme j'aurais pu espérer. Hop, sur un coup de tête, allez, je me barre, je vais faire autre chose, et puis une semaine, je suis dans une situation complètement précaire, je m'accroche à rien, je suis tout le temps déçu, je vis dans une sorte de bovarisme perpétuel. » Évidemment, c'est un excès que je ne défends pas le moins du monde. Je ne défends pas les changements de vie sur des coups de tête comme ça. Il peut y en avoir, et puis ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend si vous êtes très jeune ou si vous avez une famille à charge, ça dépend voilà, mais ça dépend d'où il vient comme ce changement. Je ne défends pas ça. Preuve en est, l'interview que j'ai menée et que je vous enjoins à revoir, menée avec Didier Rabessoa qui a lui carrément parti à un âge nettement déjà plus avancé qu'il n'a pas 15 ans, il n'a pas 20 ans, parti traverser l'Atlantique avec femme, avec 3 enfants, comment il a monté, comme toute la discussion qu'on a eue sur le fait qu'on peut le faire, mais il faut s'organiser, il a mis plusieurs années à monter son changement de vie. J'ai aussi interviewé dans un cadre encore un peu différent, je vous suggère de réécouter cette interview, Renald Chichportich, qui était ingénieur dans une très grosse boîte, et qui s'est rendu compte qu'il n'était pas heureux, qui s'est demandé ce qu'il devait faire, et qui a construit une reconversion qui est maintenant est sophrologue. On est bien d'accord que on part sur d'autres choses, et dans cette interview encore, on avait vraiment mis un accent important sur
tout ce qu'il faut faire pour organiser ça. Le but du jeu n'est pas de partir et d'avoir des espoirs qui seront nécessairement déçus, évidemment, et de partir comme ça sur un coup de tête. Maintenant, l'autre chose à laquelle il faut prendre garde, c'est à la rationalisation d'une peur. Par exemple, la peur du changement, je ne sais pas ce qui va se passer, et je perds, je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne, peut-être que je ne serai pas plus heureux, etc. Et vous pouvez effectuer un processus qui s'appelle la rationalisation. La rationalisation, c'est un terme qui est assez courant en psychologie appliquée, on va dire. La rationalisation, pour faire simple, c'est par exemple, je ne sais pas, un homme qui voudrait aborder une jolie fille, qui a peur, c'est normal, et qui va intellectualiser la chose pour se dire non, ce n'est pas de la peur, c'est que j'ai observé des signes qui me font dire que cette fille n'aime que les grands blacks d'1m92 alors que je suis un petit blondinet d'1m63. Bon. Par exemple, la rationalisation, c'est cette nana qui se donne au boulot, puis qui à un moment estime qu'elle vaut une augmentation, et qui, au lieu de la demander à son patron, va s'enfermer dans son aigreur en faisant la réponse à la place. Elle fait la question et la réponse et va dire « Eh bien non, mais bien sûr, c'est pas possible d'avoir une augmentation, car je sais très bien, je n'ai pas la peine que je le vois, je connais la réponse, et qu'il n'augmente que tel profil, que les gens qui ont telle expérience, ou qui connaissent ci ou ça, etc. » Petite parenthèse pour l'anecdote, j'avais été frappé il y a longtemps, j'étais adolescent, j'avais lu un journal scientifique qui parlait d'une personne qui était une épilepsie très grave, très avancée, et donc à qui, par opération chirurgicale, on avait sectionné donc le faisceau d'axones qui relie les deux hémisphères cérébraux, de manière à ce que lorsqu'une violente crise d'épilepsie, très très violente, et apparemment chez cette personne c'est très violent, se déclenchait, au moins ça ne se propage pas. On se retrouvait avec quelqu'un avec deux hémisphères qui ne communiquaient pas. Et pour la petite histoire rapidement, les chercheurs avaient fait 2-3 tests avec cette personne ou deux personnes, c'est très spécial, avec entre autres l'hémisphère, bon vous savez que l'hémisphère gauche est celui qui a accès à la parole, l'hémisphère droit n'a pas accès. Il avait montré à un œil, en l'occurrence l'œil gauche parce que c'est ce qui est vu par l'hémisphère droit, bref, des images relativement violentes, la guerre, etc. L'hémisphère gauche, celui qui peut parler, par l'œil droit, ne voyait rien de spécial. Et à un certain moment, on lui a dit, mais vous ne semblez pas bien, vous avez l'air agité, nerveux, votre respiration est un petit peu accélérée, etc. Vous n'êtes pas bien, qu'est-ce qui vous arrive? L'hémisphère qui avait l'accès à la parole a répondu à l'examinateur que c'était lui qui le mettait mal à l'aise. C'est l'exemple le plus absolu du concept de rationalisation que je connaisse. Là, évidemment, là, c'est extrême. Bon, fin de la petite parenthèse. Un changement de vie, ça fait peur. Il y a plein de manières de rationaliser une peur, mais pour autant, c'est pas pour ça que c'est une erreur globalement de rationaliser des peurs. Il faut le voir comme les peurs. Il faut peser les choses, les pour et le contre de chaque décision en connaissance de cause. Vous l'avez compris, la personne qui ne s'accroche pas, le gamin qui essaye 18 activités, 37 instruments, qui essaye de faire du dessin, qui veut faire du basket, du curling, du yo-yo, ce que vous voulez, et qui à chaque fois essaye 2 mois et puis décroche, le parent sait bien que c'est pas bon déjà pour son développement, pour ses qualités, en termes d'un point de vue de qualité de mener sa vie, et que de toute façon il ne trouvera jamais quelque chose de bien avant d'avoir un minimum persévéré. Le fait d'être capable de s'accrocher à quelque chose dans la vie, à un objectif, c'est presque une des différences majeures entre les gens qui vont finir par être heureux et ceux qui ne le seront pas, en fait. Mais donc, on l'a bien compris, entre le fait de ne pas s'accrocher du tout et le fait d'avoir peur de partir, vous avez deux caractéristiques qui jouent dans le sens inverse. On se retrouve magnifiquement dans un cas d'application de notre petite théorie sur l'équilibre. Donc, on va revoyons ça. Supposons qu'on mette, voilà, par rapport au choix qu'on ait, on a
le bonheur, qu'on va mettre en ordonnée, le bonheur qu'on fait, le bonheur, donc en l'occurrence c'est un bonheur au travail, hein. Le bonheur, bonheur T, voilà, le bonheur qu'on peut trouver donc, au travail puisque c'est l'application. Et ici, mettons qu'on va mettre un temps en abscisse, le temps pendant lequel on s'accroche dans une activité. Alors, on l'a vu, on a une tendance, une première tendance qui est de dire que quand on arrive nécessairement, c'est pas parfait, c'est pas là qu'on va... D'abord, il y a toute une phase d'apprentissage, il y a le fait d'être à l'aise un petit peu avec la nouvelle chose qu'on fait, que ce soit un nouveau métier, que ce soit une nouvelle société, si on est salarié, etc. Enfin, ça dépend comment on travaille, c'est une discussion qu'on aura dans une autre vidéo. Voilà, c'est pas le jour de l'arrivée, ni la semaine, ni probablement le mois qu'on va être à la pleine potentialité de ce que peut apporter cet emploi. Parce qu'en l'occurrence, c'est un emploi. Donc on va avoir un effet plutôt croissant avec le temps, normalement, de ce que peut apporter un emploi. Ça peut peut-être diminuer après dans l'idée du fait qu'on a fait le tour, mais n'empêche qu'on a fait le tour, c'est-à-dire qu'il a donné ce qu'il avait à faire. Après, c'est à chacun. Ici, on va mettre quelque chose du genre, lorsqu'on n'est pas heureux à l'arrivée, la probabilité que ça s'améliore au fil du temps finalement. Quand on est arrivé, on a dit qu'on avait une possibilité que ça s'améliore. Ça dépend des gens. Moi, je pense que si j'étais dans un boulot d'expert comptable ou de notaire, bon, je ne prendrais jamais mon pied. C'est moi, je pense. Après, allez savoir si, en explorant vraiment la chose, je ne trouvais pas des motifs de satisfaction. Bon, supposons. Par contre, au fil du temps, il y a un moment, quand ça fait 10 ans que vous faites le même métier, ou 5 ans que vous êtes dans la même boîte, et que tous les matins, c'est de moins en moins sympa d'aller au boulot, ça se donne de plus en plus marre, il y a un moment où la probabilité en s'accrochant, ça s'améliore, elle commence quand même à franchement s'amenuiser. Donc, de même que la dernière fois, de même que dans une petite théorie générale, la dernière fois, dans ce cas d'application, on a deux effets qui travaillent à l'opposé, et on va avoir très probablement un maximum, un optimum, c'est-à-dire que pour aller chercher le bonheur, si j'ose dire, va chercher le bonheur, comme on dit, si vous partez tout de suite, et à chaque fois vous repartez, vous faites un nouveau truc, hop, une semaine, j'en ai marre, une semaine, j'en ai marre, une semaine, c'est chaud. C'est pas évident d'aller trouver quelque chose dans lequel s'épanouir sans ses efforts. Ne pas bouger. Rester en se disant, on ne sait jamais, je sais ce que je perds, au moins là c'est pas terrible, mais bon quand même, au moins je sais que ça pourrait être pire, ça pourrait toujours être pire, je ne sais pas ce que je vais avoir. Voilà, là le bonheur est quand même très restreint. Et ici, ça c'est le point qui va vous permettre d'essayer de guider votre changement de vie. C'est ce point-là, c'est un point optimum. Je m'accroche jusqu'à ce que, je m'accroche pendant un certain temps, et au bout du temps donné, qui va correspondre à, qui va un peu dépendre pour chaque personne, mais il y a un travail sur soi à faire pour dire que lorsque je pense que les possibilités d'augmentation de l'intérêt, de l'attrait, du bonheur, de la facilité, etc., du travail avec le temps, ne peut pas être compensé, ne pourra plus être compensé par le fait que moi, d'un point de vue personnel, je n'y trouve pas assez de satisfaction. Lorsque vous passez ce point-là, vous savez que c'est le meilleur moment pour effectuer votre changement de vie en maximisant vos chances de bonheur. Alors, à ce sujet, j'avais justement quelqu'un que j'ai suivi en mentorat, c'est justement quelqu'un qui n'était pas heureux à son travail. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il était ingénieur et il faisait de l'expertise, il analysait l'un dans l'autre le travail des autres. Et c'est quelqu'un qui avait une composante créative et créatrice
assez forte, et qui était pas heureux aussi pour d'autres raisons, par rapport au fait, est-ce qu'il doit travailler seul ou en équipe, il y a un ensemble de choses qui ne lui convenaient pas, dont celle-là. Alors, c'est pas du tout quelqu'un qui a fait un changement, c'est quelqu'un qui est en train de faire un changement de vie. Ça a pris à peu près un an et demi de réflexion, de travail sur lui, etc., pour définir un petit peu vers quoi il devait aller, etc., etc. Ça s'est d'ailleurs soldé par un bilan de compétences par-dessus le marché, après avoir vraiment défini un peu sa personnalité. Alors, évidemment, comme il n'était pas bien dans ce qu'il était, et il était plutôt par là, j'imagine, comme il n'était pas bien, à chaque fois qu'on en parlait, tous les 2 jours, toutes les semaines, il pouvait avoir une nouvelle envie. Parce que c'était pas tant d'un point de vue positif pour aller vers une chose qu'il était mu, c'était d'un point de vue négatif pour partir de là où il était. Donc tout ça, c'est des choses qui demandent à être mises en place. Une fois encore, c'est pas en « ah j'arrive, ça me plaît pas, bam !» Rarement, ça peut peut-être vous arriver un jour vous faites des études ou pas, ou vous arrivez dans un boulot, puis le premier jour vous vous rendez compte que ça heurte réellement votre éthique, vos valeurs humaines, personnelles et tout. Et là, probablement le meilleur moment pour partir, c'est la première heure, quoi, dès le départ. Effectivement, mais en règle générale, hein, on est d'accord, hein, on est sur des moyennes, sur des probabilités, sur des choses un petit peu globales, pas sur des cas par cas, pas sur des vérités absolues. Donc en général, voilà, ça a pris un certain temps, et c'était le bon moment pour aller vers quelque chose de positif. Il a défini une activité, en l'occurrence, ça touchait à l'architecture d'intérieur. Après 1 an et demi de réflexion, il s'est ensuite trouvé une formation, enfin vous voyez, c'est quand même quelque chose de bien calibré. Et en faisant cette recherche, non, maintenant il est dedans, et donc en effectuant des recherches sur des cabinets en exercice et tout, il m'a envoyé une phrase que je voulais partager avec vous, qui peut être un guide de ce point-là, du changement de vie. Vous savez, je l'ai déjà écrit, je crois, un certain nombre de fois sur mon site, quelque chose dont il faut avoir conscience, c'est que choisir une voie, par exemple professionnelle, mais pas seulement, choisir c'est renoncer. C'est quelque chose que à moi-même je me martèle en permanence parce que j'ai tellement d'envie, j'ai toujours 10, 15, 20 projets en parallèle, tellement d'envie que bon, il y a un moment, voilà, il faut admettre le fait de renoncer temporairement. Parfois c'est pas temporairement, bon. Parfois on a une vie limitée aussi, bon, c'est pas forcément grave non plus. Si vous êtes plein de passion, plein d'intérêt, de son intérêt, c'est très bien, je suis très heureux pour vous. À mon sens, c'est vous qui tenez le bon bout. Mais il faut le savoir, pour avancer, il faut choisir. Je vais mettre mon temps, mon énergie, etc. sur un projet, 2 projets, mais pas 30, pas 50. C'est renoncer. Je mets tel rêve, telle envie, tel projet de côté. Choisir, c'est renoncer. Je le dis souvent parce que, et je le maintiens, c'est une baffe, hein, pour quand on essaie d'intérioriser, c'est toujours une baffe, mais c'est important de le savoir. Pour autant, les mots qu'on choisit ont leur importance. Le mot, chez l'Homo sapiens, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Hein. Comme dirait l'autre, au tout début était le verbe. Hein. Bref, passons. Et le fait de la manière de l'exprimer, ça peut vous faire des guides qui sont différents. Justement, récemment, dans la Harvard Business Review, qui doit être de celle de ce mois-ci, voilà, c'est ça, c'est de ce bimestre-ci, donc. J'ai lu quelque chose, voilà, de Helen Langer, une interview, La pleine conscience à l'ère de la complexité, ça s'appelle, dans laquelle elle cite quelque chose qui était relativement intéressant. Elle a fait un travail avec son étudiant en thèse. Excusez-moi, je vais carrément vous donner son nom, le nom de l'étudiant en thèse, Gabriel Hammond, voilà, étudiant de 3e cycle. Elle a fait un travail comme ça sur l'état d'esprit. Alors, beaucoup de choses. Entre autres, l'idée, c'était parmi tous les travaux qu'ils ont menés, il y en avait un qui consistait à prendre un groupe témoin, enfin 2 groupes de personnes. À l'un, au premier groupe, on leur expliquait donc qu'on leur demandait d'essayer de trouver des applications, des débouchés pour des produits ayant échoué.
Typiquement, pour ceux qui connaissent, et encore mieux plus drôle pour ceux qui ne connaissent pas, 3M, par exemple, a un produit assez connu qui était une colle qui avait finalement qui ratait, qui ne collait pas, quoi, une colle qui ne collait rien, quoi, qui avait un pouvoir collant très faible, etc. Voilà, ces échecs, on leur demandait d'essayer de trouver des débouchés, donc on avait toute une liste. Et à un autre groupe, on leur demandait la même chose, sauf qu'on leur expliquait pas, on leur parlait pas du tout d'échecs de produits, d'échecs commerciaux ou d'échecs de conception. On leur donnait simplement les caractéristiques. Voilà, une colle qui a un pouvoir adhésif limité, ceci, cela, etc. Et on leur demandait d'imaginer des débouchés. Ben, vous le sentez venir gros comme une maison, ceux qui ont été largement les plus créatifs dans l'histoire, ce ne sont pas ceux qu'on avait pré-programmés, avec les quotation fingers qui vont bien, pré-programmés en leur expliquant que c'était un échec. Ceux-là ont une créativité qui a été nettement plus bridée. Donc voilà, aborder des choses comme les changements de vie avec des mots positifs, je pense que ça peut être intéressant. Donc, choisir, c'est annoncer, c'est juste, mais ce à quoi il faut, je pense, si vous devez écrire quelque chose au-dessus de votre lit, au-dessus de votre PC ou de votre Mac, on va essayer de le choisir avec des mots un peu plus positifs. Et j'ai beaucoup aimé les mots que cette personne m'a envoyé récemment, qu'il a trouvé sur un site d'ailleurs. C'est que, tiens, allez, ça mérite d'être écrit en rouge. C'est du rouge. J'écris très mal, mais vous me lirez. Choisir, c'est s'engager. Voilà. Choisir, c'est s'engager. Finalement, ça a les mêmes implications, mais vu de manière positive. J'espère que ce genre de concept, c'est-à-dire s'accrocher, mais savoir quand ça commence à bien faire, et accepter d'aller vers notre voie, certes en renonçant, mais simplement en s'engageant, et s'engager nécessite bien sûr de laisser des choses de côté, mais concentrons-nous sur ce vers quoi on s'engage. J'espère que ces petits concepts pourront vous soutenir si vous estimez que vous en êtes à un moment de votre vie où il faut faire des choix. Alors on a traité quand même l'exemple du travail. Il peut s'agir de plein d'autres choses. Il peut s'agir de santé, il peut s'agir de s'expatrier, sans que ça ait un lien très important avec le fait de changer, sans que ça ait un lien avec le fait de changer de métier, par exemple. Ça peut être le couple, ça peut être des changements de vie. Il y en a tant que ce serait dur de tous les décrire. En tout cas, j'espère que ça peut vous aider à vous faire un petit guide. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci.